mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâché pour l'écrivain. Un échange qui sera centré désormais autour des enfances croisées, corse comme italienne, italienne à ma gauche et corse à ma droite, que nous avons, avec deux auteurs que nous avons la chance de recevoir cet après-midi. Alors, tout d'abord, du côté et du versant italien, Edoardo Albinati, bonjour. Vous êtes né, vous vivez actuellement à Rome, en Italie. Vous êtes écrivain, vous êtes auteur aussi bien de romans, de récits, de poésie également. Et vous avez été également ponctuellement, vous avez contribué ponctuellement à des scénarios de grands films, notamment du réalisateur Marco Bellocchio, comme Fête de beaux rêves et également plus récemment L'Enlèvement, qui a été sélectionné au Festival de Cannes 2023. Et vous avez également contribué à des journaux comme La Repubblica, notamment concernant la question des réfugiés au Tchad et en Afghanistan, puisque vous avez exercé des missions humanitaires au Haut Commissariat des Nations Unies pour des pays comme l'Afghanistan, le Tchad ou encore la Serbie. Et votre œuvre littéraire est reconnue par le public comme par la critique depuis de longues décennies. Et vous avez également enseigné pendant 30 ans en milieu carcéral. Le roman dont il sera question cet après-midi vous concernant, c'est l'école catholique qui a remporté vraiment un succès critique et public en Italie avec le prix concours italien, l'équivalent, le prix Strega en 2016 et un roman qui était adapté au cinéma récemment, sélectionné au Festival de Venise en 2022 par le réalisateur Stefano Mordini. Cet ouvrage qui va nourrir notre échange. Et par ailleurs, vous avez publié en 2018 Un adultère qui était traduit en français et publié aux Actes Sud, édition bien connue. Alors, à ma droite, François-Xavier Diano Stefani, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, de l'autre côté de la mer Tyrrhénienne, nous avons un Bastia, puisque vous êtes né, vous avez grandi entre Bastia et la Castaniche, dans les années 80, mais surtout adolescent dans les années 90. Vous êtes dirigeant d'une entreprise dans les voyages d'affaires et l'événementiel. Et vous avez également été chroniqueur récurrent dans l'émission Des livres et des lire sur France Bleu RCFM. Et votre premier ouvrage est paru l'an dernier, c'est Le Chant des Ronces, aux éditions Omara, récente maison d'édition, un recueil de nouvelles traitant de la Corse contemporaine, et principalement à travers des personnages d'enfants ou d'adolescents, au bord d'un certain précipice, entre deux mondes, sous fond, il faut le dire, de pop culture anglo-saxonne, ce qui promet un alliage assez intéressant. Alors, la première question qu'on pourrait vous poser, c'est que l'un et l'autre, d'un côté, nous avons le portrait d'une jeunesse romaine aisée des années 70 dans une école catholique que vous avez vous-même fréquentée, puisqu'il y a vraiment une trace autobiographique, puisque le personnage central de l'école catholique, le narrateur, c'est vous-même, Edoardo Albinati. Et de l'autre côté, nous avons un autre portrait, celui d'une jeunesse des années 90, à travers ce recueil de nouvelles, qui questionne l'identité et l'existence même de cette jeunesse. Et il y a vraiment la marque, l'empreinte d'une jeunesse méditerranéenne troublée par une forme de violence, par un contexte particulier. Et ma première question, ce serait en quoi vos enfances respectives constituent vraiment le matériau propre de votre écriture pour ces deux ouvrages. Comment votre vécu, la manière dont vous avez justement transposé ce vécu d'enfant réussi à permettre l'élaboration de ces deux ouvrages in fine. Et je commencerai la primeur à la première plume, la plus récente, François-Xavier Diano Stefani. Quel a été vraiment ce matériau qu'a été votre enfance dans ce recueil de nouvelles
en tant que primo-publiant? Débutant. Je suis débutant écrivain. En réalité, quand j'ai commencé à écrire, quand je me suis mis face à mon ordinateur et que j'ai commencé à créer, à écrire mes nouvelles, il y a vraiment quelque chose qui s'est révélé assez rapidement. C'est ce choc entre cette identité qu'on porte et qu'on a portée, qui était l'identité corse, je dirais, d'une enfance entre Bastia et les villages, une identité corse des enfants du Riacuiche, tous ces enfants qui sont venus après les grands troubles des années 70, troubles ou avancés, peu importe, et toute cette identité-là, toute cette matière politique, tout cet héritage-là nous définissait en tant qu'enfants, bien sûr, puisqu'on évoluait là-dedans. Et en même temps, il y avait cette pop culture internationale qui a explosé. Et nous étions l'une des premières générations à être abreuvés en continu de musique, de films, de littérature internationale. Et ce choc-là, ce que je pensais être un choc, quelque chose d'antinomique qui n'était pas, a créé un substrat, une matière qui a fait que je l'ai utilisé, en fait, je vous dis ça avec le recul, hein, que j'ai utilisé ça pour aborder les thématiques qui m'importaient. Donc cette enfance-là fait toute la richesse de certaines des nouvelles. Les enfants du Riacuiche, je dis souvent les enfants des rêves de nos parents, puisque moi je suis un enfant qui a vécu ici intégralement, qui a fait ses études ici, qui est allé à Corté, qui a créé un emploi suite à Corté. Donc je suis vraiment le rêve des parents qui voulaient revenir en Corse et tout créer ici. Et en même temps, avoir la chance de pouvoir vivre ici, on avait en face de nous toute cette pop culture internationale, et ça a créé cette richesse-là, cette matière qui a fait qui m'aide à construire et aborder les thèmes qui sont dans mes nouvelles. Et donc, de votre côté, donc là, le portrait d'une jeunesse des années 90 corse, de votre côté, le portrait d'une jeunesse romaine des années 70, dont vous avez été particulièrement également impliqué, puisque le personnage principal, c'est vous-même dans l'école catholique, et c'est à travers vos yeux que justement on arrive à percevoir les sillons, les fissures de cette jeunesse romaine qui est prise entre justement une éducation catholique très forte, notamment dans le pensionnat San Léon, vous concernant, et également justement une vague de modernité parallèle qui aussi suscitait, j'imagine, un trouble aussi dans cette jeunesse que vous avez connue à ce moment-là. Oui, bonsoir à tout le monde et merci de cette invitation imprévue. Moi je dois faire une prémisse qui peut expliquer comme pour un écrivain sa propre vie, la vie des autres, les inventions, les choses, les livres qu'on lit, les films qu'on vu au cinéma. Ils sont tous des matériaux. Ils ont la même importance ou non pas la même importance. Ça dépend de la façon avec laquelle tu vas l'employer quand tu écris. Alors, j'aime pas vraiment écrire à propos de moi, parce que c'est moi. Je préfère, dans ce livre que tu as mentionné, l'école catholique, mais aussi dans des autres livres, j'ai employé ma personne comme narrateur, comme témoin peut-être, ou tout simplement comme narrateur, parce que c'était plus facile pour moi et plus, disons, j'utilise un mot qui en littérature, c'est plutôt ambigu, plus honnête. De me présenter directement, de ne pas inventer un personnage fictionnel qui était moi, ou de changer les normes des autres, ou faire ce travail de transformer en roman ce qu'une histoire vraiment vécue. Dans ce cas-là, j'ai commencé à écrire ce livre. Je dois un peu expliquer la situation parce que ça pourrait être
significative parce que moi, j'allais à cette école catholique qui s'appelle, qui est toujours là, et dans laquelle, par exemple, a étudié notre président de la République, Sergio Mattarella. Mais des garçons qui avaient 1 an plus que moi, ils ont commis un terrible crime, un terrible cas qui a vraiment changé la vie, la façon de voir les choses, les rapports entre les hommes et les femmes, les coutumes nationaux. C'était en 1975 et qui est passé à l'histoire de l'Italie comme il delitto del Circeo. Parce que ces 3 garçons, ils ont enlevé 2 filles, 2 jeunes filles, il avait 17 ans plus ou moins, et les 3 garçons, ils étaient entre 19 et 20 ans. Ils ont amené ces 2 filles dans cette belle maison à la mer et ils ont commencé à commettre tous les genres de violence sur les 2. Ils les ont tués tous les 2. Moi, je dis qu'ils les ont tués tous les 2 aussi si une des 2 filles, elle a survécu. Parce qu'elle a survécu, mais elle n'a jamais survécu l'effet d'être violée, d'être traitée comme ça. Et bon, ça c'est un fait qui fait part de l'histoire, pas de mon histoire, c'est de l'histoire de ma ville, de mon pays. Et comme je dis, ça a beaucoup changé l'histoire de mœurs italiens. Mais en 2005, un des assassins du premier crime, il a tué encore. Il a tué 2 femmes, une femme et sa fille de 14 ans. J'avais pas oublié, mais j'avais, comment on dit, enseveli, non, enseveli la chose, la première histoire, quand il s'est passé encore une fois, j'ai eu la sensation que c'était passé et n'était pas passé. Et peut-être moi, j'étais dans la condition idéale pour commencer à penser d'écrire quelque chose sur cette histoire, sur la première histoire. Je pensais pendant 1 an, plus ou moins, et j'ai réalisé que j'avais rien à dire sur les crimes, parce qu'on savait presque tout qui était possible à travers les procès, le verbal, les milliers d'articles qui avaient été écrits sur ça. Je pouvais peut-être raconter l'histoire des familles, du quartier, de l'école, des enseignants, des prêtres, des amis, des infinis après-midi qu'on passait ensemble. Moi, j'allais très souvent à la même maison d'un des 3 assassins, parce que moi, j'étais dans la même classe de son frère plus petit. Alors, je connaissais très bien cet endroit, ce monde, cet univers. Et je voulais parler de ça, pas de l'histoire, disons, criminelle, parce que moi, je n'aime pas les histoires criminelles. Donc je n'ai pas répondu à votre question. Désolé. Ah non, mais je vous en prie. Je vais le faire peut-être un peu plus tard. Ce sera en attente. Et vous parliez de ce monde que vous connaissiez, cette jeunesse romaine très privilégiée. Privilégiée. Oui. Pas très privilégiée, privilégiée, disons.
privilégié dans cette école particulièrement emblématique, il faut dire, de Rome et de sa capitale. Enfin, c'est quand même une école particulièrement prestigieuse et ça fait forcément écho à, bien évidemment, un lieu central pour l'enfance, puisqu'il s'agit d'enfances croisées, de vos enfances croisées dans vos livres, et c'est le lieu central de l'enfance qui représente le plus l'enfance lorsqu'on l'envisage et lorsqu'on la pense, on la pense, un enfant dans une école. Et c'est là, c'est le lieu où l'enfant se construit, parfois se détruit, parfois s'émancipe ou ne s'émancipe pas. Et c'est vrai que dans ce pensionnat San Léon à Rome, il y a vraiment, on aperçoit vraiment un corset, vraiment une sorte de carcan religieux et moral, mais qui finalement n'est pas si solide que ça. Il n'est pas si solide parce qu'il y a quand même des comportements assez hypocrites dans les règles prescrites vis-à-vis des adolescents, puisque vous étiez lycéen à l'époque. Et finalement, il y a quand même le fait de contester un carcan moral et religieux qui déjà, il y a presque 45 ans, était déjà mis à mal par la jeunesse elle-même. Normalement, ce que paraît solide, il n'est pas. Ce qui nous semble tranquille, sauf, il n'est pas. Cet quartier, le quartier de Trieste, il faut aussi préciser que Rome, c'est une ville formée de très différents mondes, de quartiers. Il y a une vie, par exemple, dans mon école, moi j'ai eu pour écrire le livre, la liste des étudiants de mon année. J'ai vu qu'ils habitaient tous dans un cercle d'1 kilomètre, plus ou moins. Alors, ce quartier-là a été bâti au commencement du XIXe siècle pour être le quartier dans lequel rien devait se passer. C'était comme le Truman Show. Vous avez des familles de personnes qui travaillaient avec une qualité de vie et un bien-être solide, mais enfin pas de grands riches. Et l'école catholique, en effet, le Salone Magno, c'était le lieu dans lequel les familles envoyaient ses enfants, pas pourquoi c'était une école religieuse, mais parce que c'était une école tranquille, dans laquelle on n'avait pas le, come si dice, sciopero, strike, le rêve, on n'avait pas le rêve. Grève, non, le rêve, il y avait des rêves terribles, hein, mais pas les grèves, oui. Et alors, mon père et ma mère, ils n'étaient pas religieux, pas du tout, mais enfin, c'était aussi un signe de distinction, parce que avoir un fils qui étudiait là, c'était pour beaucoup de gens un signe d'avoir un certain place dans la société. Mais la chose la plus distinctive de cette école, c'était que c'était une école exclusivement masculine. Et ça, c'était le problème, je crois, à la fin. C'était pas la religion, c'était pas la classe, c'était un corps unique, une société homosociale, hein, disons, et où l'élément féminin était exclu. C'est un peu une blague, mais c'était en même temps la vérité. Dans le livre, j'écris que la seule femme dans l'école, c'était la Vierge. Et la femme qui vendait la pizza pendant l'intervalle. Et ça, je crois que
tout ce problème de l'éducation commence de ce fait-là, d'être une école dans laquelle on connaissait pas, on rêvait, on envisageait hors de murs de l'école cet élément qui pouvait être en même temps un élément d'attraction, d'espérance ou de mépris en même temps, ou de comme a été pour ce garçon-là un objet de violence. Et donc, et d'une école à une autre, puisqu'il est aussi question du milieu scolaire, de l'école comme l'un des centres de la formation d'un enfant, de la construction d'un enfant. Et ça, c'est le cas dans votre nouvelle qui s'appelle Une odeur d'immortel, très, très joli titre, où il y a votre personnage principal, Paul-Antoine, qui revient dans son école. Ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y est plus, parce qu'il est déjà adulte, et il se retrouve nez à nez avec le fantôme de sa bibliothécaire, Madame Louch, qui justement lui enseigne, ou du moins lui enjoint à justement continuer à lire, dans la mesure où il y a l'idée vraiment de l'école comme un lieu de transmission, et non pas forcément d'un corset ou de quelque chose d'entravant, mais quelque chose qui, plutôt que d'un mur, plutôt d'une fenêtre ou d'une porte vers d'autres mondes. Et ça, à travers le fantôme très proche du réalisme magique, peut-être on en parlera, mais un fantôme qui justement essaye de réhabiliter l'école comme véhicule du savoir, et notamment particulièrement de la lecture. C'est vrai que vous parliez du réalisme magique, c'est vraiment quelque chose qui m'importe en fait. Le réalisme magique, je fais attention quand je le définis, parce que c'est quand même un très grand courant littéraire auquel je suis attaché. Et moi, j'ai utilisé le réalisme magique comme un outil pour pouvoir aborder des thématiques qui m'importaient sur la vie de tous les jours chez nous, hein, les accidents de la route, l'école, le temps qui passe, l'identité. Et le réalisme magique, c'est vraiment ce soupçon de merveilleux, littéralement, c'est le réenchantement du réel qui fait qu'on peut vraiment faire un pas de côté par rapport à un récit qui nous paraîtrait très banal et pouvoir aborder un thème. Quand ce monsieur, puisqu'il est mûr, hein, dans la nouvelle Une odeur d'immortel, passe devant son ancienne école, il a un choc nostalgique, il y rentre, et dans cette école, au fur et à mesure qu'il évolue à l'intérieur, bien évidemment, il y retrouve toute son enfance, et aussi effectivement ce fantôme. Alors j'ai une anecdote très sympathique, je vais faire court sur ce fantôme, mais il se trouve que la bibliothécaire en question a vraiment existé, puisqu'elle est de Bastia, et j'ai masqué son nom parce que je fais toujours attention, voilà, c'est un roman, voilà. Enfin, c'est une nouvelle, donc je ne voulais pas qu'elle se reconnaisse, parce qu'elle n'avait pas envie d'être dans mon livre. Hein. Et je la définis, mais bon, il y a des traits de son physique qui fait qu'on la reconnaît très rapidement. Il se trouve que ça faisait des années, si ce n'est des dizaines d'années, que je ne l'avais plus vue. Et dans la réalité, c'était une personne qui était en charge du CDD, du centre de documentation. Quand on y allait, tout le monde rigolait et s'amusait, et moi, ça me passionnait, parce que j'étais fou de livres. Et pour moi, elle représentait vraiment le savoir, effectivement, la transmission, l'amour de la littérature. Le premier jour où je vais dédicacer mon livre, un de mes premières dédicaces publiques, et je la vois arriver dans le public et m'approcher. Je dis, c'est pas vrai, c'est une blague. Hein. Et elle ne l'avait pas lu. Hein. Et j'ai dit, genre, alors quand on est Bastien, on la reconnaît. Hein. J'ai dit, comment allez-vous, tout et tout. Elle dit, écoutez, elle me rappelait de mon prénom, de mon nom, de tout. Hein. Vous êtes François-Xavier Dianou, Stéphanie? J'ai dit oui. Elle a dit, bah, ça me fait très plaisir, voilà quand même, quand on a un résultat, vous avez écrit un recueil de nouvelles. J'ai dit, écoutez, ça me fait très plaisir de vous offrir le livre. Et voilà, c'est comme si ce jour-là, j'avais un fantôme de ma nouvelle qui était venu me voir dans la réalité. Pour répondre plus précisément à votre question, bien sûr, c'est une symbolique de transmission et de savoir. Et dans cette école, le réalisme magique va s'afficher sur ce fantôme et sur ces tourbillons de souvenirs que j'ai matérialisé par ces tourbillons qu'on peut trouver dans la cour de récréation quand on est enfant. Des fois, il y a le vent qui fait tourner les feuilles de platane. Et pour moi, c'était des tourbillons de souvenirs que le héros traverse. Mais après, vous avez peut-être remarqué qu'il quitte l'école. Il quitte l'enfance, hein, il quitte l'école et puis il grimpe. Après, voilà, je laisse chacun libre d'interprétation.
De la lecture, oui. Et c'est vrai que dans le recueil de nouvelles, il y a un certain nombre de fantômes, et parfois on se demande qui sont finalement les personnages les plus réels, les fantômes ou les personnages eux-mêmes. C'est ce trouble-là qui justement attire l'attention du lecteur particulièrement. Et dans la première nouvelle qui ouvre le Chant des Ronces, il est question d'un enfant qui s'appelle Antoine, qui est le dernier enfant qui vit dans son village, un village abandonné, et il tente, bon an mal an en tout cas, d'entretenir ses jardins. Et là survient un autre fantôme qui s'appelle César, et bon, le nom n'est pas anodin, sur la pesanteur et la puissance de l'héritage, et à quel point un enfant finalement reçoit un héritage avant d'agir sur le monde. D'abord, il reçoit quelque chose qui lui précède, et à quel point il y a cette force de l'héritage, cette question de puis-je le transmettre, ou dois-je le transmettre, ou dois-je transgresser. Et d'ailleurs, dans la nouvelle, il y a vraiment cette forme de dilemme moral qui anime Antoine. Qu'est-ce que justement le véhicule des fantômes montre cette pesanteur de l'héritage, notamment familial, particulièrement présent, que ce soit en Italie, ou encore ces héritages familiales qui quand même façonnent l'enfance et nos enfances. Oui, c'est très juste ce que vous disiez. Ribe Ventose, c'est le nom de la nouvelle. Donc les ribes, ce sont les jardins en culture, les ribes et Ventose, donc il n'y a plus que le vent. Elle m'importait, parce que chronologiquement, ce n'est pas la première nouvelle que j'ai écrite, mais c'est une nouvelle qui marque effectivement une rupture. J'avais envie de la mettre là pour ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la symbolique d'une fin de monde, très clairement. Les ronces envahissent les jardins, les porcs sont aux portes des jardins, c'est quelque chose que les anciens n'auraient vraiment jamais accepté. Et tous ces éléments-là font qu'on est effectivement et objectivement face à la fin d'un monde pastoral, c'est la fin d'un monde. Et ce jeune-là qui est resté et qui assiste à cette fin de monde, je voulais qu'effectivement il y ait un message très fort, c'est qu'à la fin de la nouvelle, ça ne change rien à l'intérêt de la lire, c'est qu'effectivement toute fin de monde aboutit à la naissance d'un autre monde. C'était très important pour moi, ce message-là. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est la fin d'un monde, mais il y a toujours quelque chose derrière, et il y a quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'effectivement, il rencontre ce fantôme qui, encore une fois, transmet, qui se pose la question de l'héritage, oui. Je n'arrive pas à reconstruire les murs, je n'arrive pas à perpétuer les traditions, je suis seul, je n'y arrive plus. César vient me voir, ce fantôme, et peut-être qu'il lui donne aussi quelques clés, à lui de faire son choix. Mais surtout à la fin de la nouvelle, parce qu'elle marque l'entrée du reste des nouvelles de mon livre, un nouveau monde s'ouvre. Et c'est ce message-là que je voulais faire passer, et surtout ce rapport entre... c'est pour ça que j'ai fait une petite rapport avec l'espace, c'est-à-dire que la mort d'une étoile, ça donne une supernova, et c'est une prochaine galaxie. J'ai fait cette petite métaphore-là par rapport à ça, c'est-à-dire que la fin d'un monde n'est que le début d'un autre monde. C'est une très belle phrase de transition vers votre ouvrage L'école catholique, parce que ce portrait que vous faites assez précis sur cette école, cette jeunesse masculine, exclusivement masculine dans cette école, quelque part, c'est la fin aussi d'un monde, puisque aujourd'hui, le système scolaire, en tout cas dans nos pays méditerranéens, sont la plupart du temps mixtes, et que quelque part, c'était un peu la fin d'un monde mixte, c'est une ouverture. Oui, excusez-moi. La fin d'une ouverture, le début d'une ouverture vers autre chose, justement. Le rapport à l'altérité, les rapports hommes-femmes qui allaient changer aussi. Dans ces cas-là, mon école a devenu mixte il y a peut-être 10 ans après que j'avais terminé l'école. Mais ça... c'est passé pas pour une sorte de conversion idéologique ou acceptation du nouveau temps, d'une nouvelle atmosphère. Parce que justement, les prêtres, ils ont pensé qu'ils ne pouvaient pas
renoncer à moitié de potentiels clients de l'école. Il y avait une très forte réduction d'inscriptions. Ils ont dû penser que c'était le temps d'admettre aussi les filles. C'est la grande sagesse pratique qui fait que le catholicisme encore étant présent dans notre société. Je crois heureusement, pour beaucoup de raisons. Mais je crois qu'en Italie encore, maintenant, après 40 ou 50 ans de changement, de critique de la tradition familiale, les choses n'ont vraiment pas changé. Si la famille encore est nommée, célébrée, invoquée, si vous écoutez les discours de tous les politiciens italiens, tout, de droite, de gauche, de centre, il dit qu'il travaille pour deux choses, les entreprises et les familles. Alors, je toujours pense, si moi, je n'ai pas une entreprise, je n'ai pas une famille, personne ne va faire rien pour moi. Je n'existe pas. C'est comme si l'individu n'est pas vraiment, il est perdu s'il n'a pas un groupe. Et le premier groupe, le groupe principal, c'est toujours la famille. Il y a cet usage aussi, disons, linguistique il y a cette façon de dire, nous sommes une grande famille dans un lieu de travail, dans une entreprise, une équipe de football, ou n'importe quoi. Nous sommes une grande famille, c'est comme dire nous travaillons ensemble, nous aimons. Et j'avais demandé à Michel Lec de traduire en français une petite pièce de prose que j'écris peut-être il y a 30 ans. C'est plutôt sarcastique, disons, peut-être un peu trop hyperbolique, mais j'irai vous le lire. Si je suis capable de le tourner. OK. Non. Soyez patient. Lorsque quelqu'un, avec bonhomie, dit « nous sommes une grande famille », en parlant d'une entreprise, d'un lieu de travail ou d'une équipe de football, je me dis que dans cette communauté, il y a quelqu'un qui est dirigé, exploité, puni, frappé, enfermé, menacé, redressé par la manière douce ou par la manière forte. Je me dis qu'il s'y produit de silencieuses injustices pour préserver la renommée de la maison, que la vérité y est cachée et que l'inégalité y règne. Liens incestueux, droits inégaux, favoritisme mal dissimulé, complexe, crise, larmes et dépit. Oui, comme dans une grande famille. Extrêmement révélateur et caustique. J'ai visité la maison de Bonaparte il y a 1 heure. Et voilà. Et encore une fois, j'ai eu la confirme de cette... Ça fera un très bel écho, très évocateur. Qu'est-ce que cela vous inspire, Xavier Dianou-Stéphane, vous pour qui le recueil est quand même pétri d'héritages familiaux, contrariés, continus, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? On m'a jamais posé la question sur la famille en fait dans mes thématiques, mais c'est intéressant de s'y pencher. Il y a l'héritage. Si il fallait, alors, personnellement, c'est plutôt l'endroit qui était un endroit qui nous a permis d'accéder à la culture. J'avais une famille particulièrement
protectrice intéressante et qui m'a permis de me réaliser. Donc j'ai pas ce carcan-là, mais même si ça existe dans toutes les familles. Hein. Mais la famille, peut-être pour ces enfants et adolescents du Chant des Ronces, c'est effectivement peut-être ce poids de l'héritage quand ils se posent des questions à un âge où tout est plutôt trivial. Je pense à la nouvelle de Radio Cosmos, où les enfants, des adolescents en fait, passent de voiture en voiture et tournent sans cesse autour de la Corse. Et ils écoutent une radio pirate qui était mise depuis un sous-marin qui est au large de la Corse. Cette radio pirate était mise, on pense, par quelqu'un qui est bien plus âgé, qui est une figure paternaliste. Donc là, il y a la question de la famille. Hein, et au contraire, lui, il les encourage à se libérer, il les encourage à vivre pleinement leur vie avant que tout ne passe. Et qu'effectivement, eux qui flirtent de voiture en voiture, qui se retrouvent le long des cols ou des routes perdues, profitent de la vie en écoutant la musique, voient les avions traverser l'île et se demandent où vont ces avions, est-ce qu'ils vont à Reykjavik, est-ce qu'ils vont à Londres, est-ce qu'ils vont à New York. Et c'est vraiment une génération d'enfants qui est assis au bord du paradis et qui rêve d'ailleurs en même temps. Donc l'héritage est là, mais dans ces nouvelles-là, il est plutôt bienveillant, je le dirais. Voilà, je n'ai pas écrit sur en tout cas une famille qui serait pesante ou un carcan, en tout cas. Peut-être que j'aborderai plus tard. Mais en tout cas, l'héritage est là. Il se pose en tout cas la question, effectivement, du poids de l'héritage. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, dans Radio Cosmos, les enfants rentrent après avoir fait la fête partout, ils rentrent dans leur salon et ils posent leurs bouteilles vides d'alcool devant les portraits des anciens qui ont fait la guerre, quoi. Et ils se posent la question de dire, on est complètement... Enfin, c'est tertiaire par rapport à ce qu'ont vécu nos anciens, quoi. Et il y a cette question-là, il y a ce contraste-là. Il faut comprendre que nous, enfin ma génération, j'ai eu la chance de faire le jardin avec mon arrière-grand-père. Et 1 heure après, on découvrait une nouvelle console de jeux vidéo. Je veux dire, c'est un grand écart gigantesque. On passe dans une société de loisirs et de complète à une société agro-pastorale méditerranéenne, quoi. Et ce grand écart-là, ces enfants-là, bon, ils ne mettent pas les mots dessus, mais ils vivent leur vie en se posant ces questions-là. Donc le poids de l'héritage, et par-dessus tout ça, et on le sait nous très bien ici, c'est aussi la revendication identitaire, c'est les troubles politiques, c'est tout ce qui se passe dans les années 90 avec les dérives. Et tout ça fait que eux, ils ont juste envie de voyager et d'écouter de la musique, mais ils se posent la question de l'héritage qu'ils vont porter à partir de maintenant. Et donc il y a cet héritage-là dont vous parliez, mais ce qui est assez frappant, ce qui fait écho à vos deux ouvrages, c'est que dans les deux cas, il est question d'une jeunesse qui évolue, qui se construit dans un contexte politique particulièrement violent, que ce soit les années de plomb dans les années 70 de votre côté, ou que ce soit nos années de plomb, parce qu'on a aussi parlé d'années de plomb également, donc c'est voilà, exactement, dans les années 90, voilà, terrassées par des attentats nombreux et des règlements de compte, et du côté italien également beaucoup d'assassinats, notamment des personnes de la société civile, donc ça avait vraiment été particulièrement violent. Comment ce contexte politique de la violence a pu justement irriguer cette jeunesse et finalement lui a poussé certains jeunes de cette génération à certains actes de violence. Et bien sûr, je parle notamment du massacre dont vous parliez de 75 et d'un féminicide et d'une agression, mais qui a conduit malgré tout au traumatisme de l'autre jeune adolescente. Comment cette violence politique a réussi à façonner une partie de cette jeunesse qui s'est du coup tournée vers la violence? Pour moi, la chose la plus intéressante de cette période, disons que je rejette la définition, que je n'accepte pas la très commune définition d'année de plomb pour les années 70, parce que je préfère le perfectionner ou ajoutant année de plomb et d'or, parce que la même énergie qu'on mettait dans la violence, dans les mal, on l'a aussi employé avec
beaucoup de forces créatives dans la musique, le cinéma, l'art. Alors on pourrait avoir, si on n'a pas connu cette époque, on pourrait croire qu'il y avait une atmosphère de plomb, et ça, c'est pas vrai. Il y avait une incroyable disponibilité de la violence, pas seulement pour les militants de groupes terroristiques de droite et de gauche, mais aussi pour n'importe qui. On pouvait se mettre, passer un après-midi avec tes amis et décider qu'il y avait une bonne raison pour tuer quelqu'un. Normalement, une raison idéologique. Et moi, j'ai vu avec mes yeux des amis armés comme de soldats aller dans la rue. Et la dernière fois que je participais à une manifestation politique, je crois que c'était le 77, oui, devenue très, très fameuse parce qu'une fille fut tuée. On n'a jamais vraiment su si par la police ou par les mêmes manifestants. Et ce jour-là, j'ai vu des personnes que je connaissais arriver avec de machine gun. Et moi, je me suis dit, OK, je quitte la question. Et dans le même quartier dans lequel a eu lieu ce crime, le délit de Circeo, où les deux filles, une morte, l'autre survivante, encore vivante, ont été trouvées par chance, parce que la survivante a commencé à appeler pour être aidée dans le coffre de la voiture. Oui. De la voiture. À partir de ces ans, jusqu'à le 82, on a tué tant de activistes politiques, policiers, magistrats, et aussi de gens communs qui étaient dans la rue et ils ne savaient pas qu'il allait mourir, normalement tués par quelqu'un qui avait 20 ans ou 21 ans. J'avais mis dans les livres, et quand je suis allé le publier, j'ai décidé de le mettre plus dans les livres, une sorte de map, comment on dit, de carte du quartier avec tout signé tous les endroits où quelqu'un avait été tué. Ça c'est la chose que je rappelle plus comme une caractéristique plutôt incroyable, hein, que personne comme moi, enfin, avec très peu de différence avec moi, pouvait décider il avait une justification pour le faire. Hein. C'était facile de trouver une justification pour tuer quelqu'un, ou tout simplement pour le frapper, pour le réduire à un amas de chair avec les bâtons. C'était normal. Mais cette normalité, nous l'avons vécue comme une normalité, en effet. Et en plus, il y a une chose particulière que je crois l'adolescence a, comparé à toutes les autres phases de la vie. Et ça, c'est que je crois que c'était François Truffaut à le dire quand on lui avait demandé pourquoi il faisait tant de films sur les adolescents, et il avait répondu qu'il était intéressé à l'adolescence parce que c'est la période de la vie dans laquelle on fait les choses pour la première fois. Alors, cette première fois peut se passer pendant la guerre ou pendant une période de paix, mais c'est toujours une découverte. Et alors, c'est toujours
belle, terrible en même temps, mais c'est le plaisir, la souffrance de la connaissance. Sur la violence, il y avait 3 points qui étaient à dire. Alors déjà, les années de plomb italiennes, je me garderais bien de les comparer aux nôtres, même si elles ont été terribles aussi, hein, parce qu'il faut se rappeler quand même les années 90. Enfin, moi, je me rappelle très bien, puisque j'étais adolescent dans les années 90, et c'était très difficile. Mais il y a des auteurs qui s'en sont emparés particulièrement bien. Je pense à Marco Biancarri, je pense à... Laure Limonge également. Laure Limonge qui en a parlé. Enfin, je veux dire, il y a une génération d'écrivains qui a parlé de ça très très bien. Jérôme Ferrat, hein, qui a énormément abordé le point. Donc, moi, je ne l'ai pas abordé, ou très peu, sur la violence politique. Par contre, ce qui me fascine, c'est le surgissement d'une violence terrible chez nous, dans des situations qui n'y paraîtraient pas, de manière extrêmement rapide. Il y a beaucoup de nouvelles, en fait, j'ai remarqué, des gens m'ont dit c'est violent, mais bon, pour moi c'était naturel, pour moi j'ai vécu avec tout ça, pas moi personnellement, mais en tout cas très proche. Tout le monde a dû à un moment frôler ou même être acteur d'une violence, quoi. Et je trouve que, alors peut-être chez nous, je ne sais pas, c'est peut-être partout pareil, dans la nouvelle Hearts of Gold, une nouvelle qui me tient particulièrement à cœur, la violence surgit au détour d'un comptoir, au détour d'une discussion, mais c'est un ouragan qui éradique tout sur son passage. Et c'est une violence qui est extrême et rapide. Et c'est une des thématiques qui me fascine chez nous. C'est-à-dire qu'en plus, on est une société extrêmement petite, où du coup l'impact est majeur. La violence, sur une société de 68 millions de personnes déjà, ça peut être très important, mais sur un groupe de 300 000 ou 400 000 personnes, l'impact est majeur. Et ce surgissement de la violence me fascine, et c'est pour ça que dans mes nouvelles, certaines, il y a des scènes qui sont parfois quelques-unes un peu dures. Je pense à Navarra, hein, le psychopathe en pick-up qui poursuit les gens en voiture. Je pense à Hearts of Gold, effectivement, où il y a une dispute dans un bar qui finit très très mal, et si on écoute bien la nouvelle, ça finit très très mal, etc. Donc ça, c'est une thématique qui m'intéresse, et elle est toujours en parallèle de nos vies, qu'on le veuille ou non. Que ces adolescents essaient d'y échapper en passant à côté peut-être, ou en essayant d'échapper à une injonction de prendre parti, il n'empêche qu'elle est là. Je pense beaucoup au livre de Eureka Street, un livre, l'auteur m'échappe maintenant, Eureka Street, quelqu'un le connaît, non? C'est un grand livre irlandais sur effectivement une bande d'adolescents qui vit en Irlande pendant les troubles et qui essaie de passer à côté de tout ça, mais qui n'y arrive pas, ça les rattrape. On peut passer aussi au Nom du Père, le film, voilà, où on essaie d'échapper et on retombe en plein dedans. Donc la violence, elle est à côté, mais elle n'est pas la thématique principale. Et alors, excusez-moi, Robert McLayan Wilson, je suis obligé. Robert McLayan Wilson, auteur de Eureka Street, que je conseille à tout le monde. Nous prenons note du... Très très grand roman irlandais. Du conseil. Mais ce que vous dites est intéressant, parce qu'en fait, vous parlez, et c'est bien normal, puisque nous sommes trois sur ce plateau, mais d'enfance nécessairement masculine. Et c'est vrai que je pense que le fait que vous dites que parfois les adolescents sont rattrapés par le contexte de violence, c'est malgré tout, les passages à l'acte sont quand même essentiellement le fait, et c'est une réalité, d'hommes. Et c'est vrai qu'il y a quand même une injonction à la violence, notamment chez les jeunes hommes, qui existent et qui poussent peut-être certains hommes à passer à l'acte pour justement rester un véritable homme, comme on pourrait le dire, ou du moins qui garderait une sorte de dignité et de posture sociale dans leur corps familial ou social. Il y a quand même une pression aussi qui peut-être aussi rajoute au contexte de violence que vous imaginez une réaction. Non, mais on pourrait passer des jours à analyser la psyché des hommes et des femmes et des humains, mais je pense que dans beaucoup de sociétés, la violence est un marqueur pour l'homme, en tout cas jusqu'à maintenant, même si on essaie d'y échapper et que les débats on est en plein dedans, est un marqueur, est un rituel. C'est un marqueur, un passage pendant des années, pendant des millénaires, ça a été effectivement une des marques de la masculinité, bien évidemment, la violence. C'est pas pour ça que les femmes y échapperaient totalement non plus, je pense. Hein. Mais le fait est que, bien sûr,
les faits sont là. Oui, mais je ne me suis pas posé la question dans ma nouvelle. Hein. Là, on sort un peu du champ des ronces, avec un P. Mais effectivement, je pense que, enfin, je ne vais pas me contredire, que c'est l'homme qui porte la violence. Mais dans les années 70 et les années de plomb et d'or, il y avait aussi des femmes particulièrement violentes et militantes. Hein. Quant à savoir ce que ça aurait été s'il n'y avait pas d'hommes, bonne question. Alors, je ne voudrais pas partager les pourcentages de violence entre les sexes et les genres, mais une chose qui m'a beaucoup frappé dans les derniers temps, les dernières années en Italie, je crois pas seulement en Italie, mais en Italie c'est une statistique plutôt effrayante, le fait que peut-être les 90% de féminicides, on appelle féminicide, je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit une belle une exacte définition, mais enfin des femmes qui ont été tuées violemment, ont été tuées par des familiers, pas par des inconnus, mais par le ex-mari, ex-fiancé, quelque chose. Alors, encore une fois, la familiarité, hein, ce que tu peux imaginer que c'est plus prochain à toi, en même temps, devient la chose la plus dangereuse pour toi. Alors, on pense toujours aussi dans le problème de l'immigration, des autres thèmes comme celle-ci, que le divers, ce qui est loin, ce qui est inconnu, c'est plus dangereux ou fait plus peur. Mais enfin, je crois que la proximité, c'est encore plus dangereuse. Je crois que le grand enseignement de Jésus-Christ, tu dois aimer, comment dire, ton prochain, hein? Ton prochain comme toi-même, hein? Soit la chose la plus difficile à faire. Parce que le prochain, la personne qui est très proche de toi, voilà, enfin, Abel a été tué par son frère. Il y a une sorte de longue liste de frères qui se tuent. Et ton frère devrait être la personne, l'individu qui est plus proche de toi, plus semblable à toi. Il y a 2 ans, j'étais invité par une communauté religieuse en Italie à commenter un des 3 fondamentales valeurs qu'on a inventées en France, en effet, ou affirmées en France, liberté, égalité. Moi, j'étais là pour parler de la fraternité. Et toutes les fois que je pensais à la fraternité, je pensais à Romolo et Remo. Alors, les frères, il peut être ton meilleur ami. Et ça c'est exactement ce qui se passe dans les rapports, disons, amoureux. La personne qui t'a aimé ou qui pensait de t'aimer ou que toi, tu pensais que tu aimais peut devenir la menace la plus terrible. Et ça a beaucoup à faire, je crois, avec la nature ou, disons, l'attitude masculine de l'idée de perdre soi-même si on perd son partenaire, d'être dépossessé. Et ça veut dire que les rapports étaient basés sur l'idée de possession. Si tu ne peux pas vivre sans quelqu'un d'autre, ça signifie que tu avais la propriété de cet être humain qui, puisque tu l'as perdu, tu dois le détruire.
pour le regagner, ou au moins pour empêcher les autres de le posséder encore. Ça, c'est la grande différence avec les périodes dans lesquelles on a parlé, les années 60, 70. Maintenant, c'est encore une fois une histoire de famille, in a way. Vous parliez du domaine amoureux, ben, c'est une transition toute choisie pour une dernière question sur un ton peut-être plus léger, mais peut-être aussi plus profond d'ailleurs, sur les relations amoureuses, puisque le passage de l'enfance à l'adolescence, puis ensuite à l'âge adulte, ces passages sont jalonnés des premiers émois amoureux. L'apprentissage de l'amour, c'est aussi ce qui construit les individus et les rend ensuite en partie plus adultes, en tout cas. Et c'est vrai que dans vos deux ouvrages, il y a les premiers émois amoureux qui, dans les deux cas, sont assez tendres, puisqu'il y a toujours cette pudeur masculine un peu méditerranéenne, en tout cas corse et italienne. Et je pense notamment dans Le Chant des Ronces, lors de cette radio pirate, donc Radio Cosmos, il y a un témoignage d'un jeune homme qui cherche l'être aimé de bar en boîte et qui éventuellement envisage un rival qui pourrait justement lui ravir sa promise. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette beauté, cette mise à distance des sentiments qui est assez propre aux hommes méditerranéens de manière relativement générale. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette tendresse, cette pudeur des premiers émois qui donne aussi une forme de douceur aussi aux ronces. Oui, c'est vrai que le titre, Le Chant des Ronces, je l'ai dit, c'était les ronces, c'est la fin d'un monde, mais pour nous, c'était le monde des cabanes et des premiers flirts. Oui, déjà parce que mon livre, quand il sort, il y a ma tata qui va le lire. Ma tata, elle a 96 ans, donc je ne veux pas non plus écrire des scènes. Je me suis peut-être restreint sur mon petit microcosme. Ça, c'est Marco Biancarelli qui m'avait dit qu'on écrit. C'était les limites des écrivains en direct, enfin les premiers, là, vraiment. On sait que les premiers lecteurs seront des personnes proches. Non, il y a une pudeur, bien sûr, dans les sentiments. Ça, c'est peut-être mon caractère. Hein. Il y a effectivement plusieurs fois où les personnages se confrontent à ce qu'ils appellent de l'amour, en tout cas un sentiment amoureux naissant. Et il y a une dame qui a fait une critique de ce recueil, qui a un blog sur le continent, et qui a dit que c'était entre autres, parce qu'elle a fait une très grande critique particulièrement profonde et détaillée, beaucoup de nouvelles étaient un rite de passage entre l'enfance et l'adolescence, en tout cas entre l'adolescence aussi après et l'âge adulte, puisqu'il n'y a pas que ça. Et effectivement, ces passages-là sont très importants, puisque finalement, le plus important, c'est peut-être ça, dans tout ça. Et quand on me dit... alors, c'est très intéressant, il y a des gens qui m'ont dit que c'est un recueil de nouvelles très noir. Moi, j'avais l'impression d'avoir écrit un recueil de nouvelles extrêmement positif et merveilleux, mais bon, comme quoi, un livre ne nous appartient plus du moment qu'il est publié. C'est le meilleur des exemples, mais s'il fallait résumer, en-delà des thématiques principales qui sont qu'est-ce qui reste de nos traces, qu'est-ce qui reste après tout ça, ben, effectivement, l'amour, c'est quelque chose qui est très important dans les relations que les personnages entretiennent entre eux, que ce soit un amour physique ou un amour autre. Et Edoardo, est-ce qu'il y a aussi cette idée dans votre roman aussi de ces premiers émois amoureux, surtout dans une jeunesse romaine qui visiblement, en tout cas dans votre école où il n'y a que des garçons, il n'y a pas de filles, à quel point sont importants les premiers émois amoureux comme rite de passage? Il y a beaucoup de livres d'anthropologie, d'ethnologie sur les rites de passage et on peut découvrir que tous les rites de passage sont violents. On souffre beaucoup quand il faut passer d'un état à l'autre. On peut survivre, on peut perdre sa vie, perdre son intégrité, on peut s'améliorer ou se perdre.
l'expérience amoureuse fait part de cette ligne du feu qu'on a à travers, mais les résultats, ils sont pas garantis. On sait vraiment qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. On ne sait jamais ce que c'est l'autre que tu aimes. Si tu vraiment aimes l'autre, ou aimes l'amour, ou aimes d'être aimé, je le sais maintenant. Je ne savais pas quand j'aurais 14 ou 15 ou 16 ans. On ne peut pas vraiment le comprendre. Moi, j'aime généralement essayer de bouleverser le lien commun qu'il y a, par exemple, sur l'amour. Alors, il y a un trait, je ne sais pas si c'est la même chose en Corse, en France, mais en Italie, on dit que le mariage, c'est le tombeau de l'amour. Moi, je pense que l'amour, c'est le tombeau du mariage. Depuis le moment qu'on a commencé à se marier pour amour, puisque l'amour termine, ce n'est pas éternel, alors termine le mariage. Quand le mariage était calculé, il était plus solide. Il était, disons, on ne pouvait pas mourir l'amour dans le mariage parce qu'il n'y avait jamais eu amour. Et alors, ça marche plutôt comme ça. Ce que nous croyons sur l'amour, normalement, c'est une illusion, une idée reçue. Il n'y a rien de plus stupide du langage amoureux, heureusement stupide. Il y a un écrivain, comment on dit, ceux qui écrit les textes d'une chanson. Parolier. Les paroliers, ouais. Il y a un très nommé parolier en Italie qui a écrit tout le dernier œuvre de Lucio Battisti qui s'appelle Pasquale Panella. Il est complètement fou. Mais il a aussi écrit le texte d'une chanson qui a, je crois, gagné le Festival du Sanremo, qui disait cette chanson « Io ti chiamerò trottolino amoroso, du 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 da 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 ». Ça, c'est le moment le plus haut de la chanson. Trottolino amoroso, je ne sais pas si ça sonne à vos oreilles, mais trottolino, la trottola, ce truc que... D'accord. Trottolino amoroso. Alors, quand j'ai connu ce Panella, je lui dis, mais c'est vraiment c'est le plus bas niveau du langage qu'on peut... Oui, il m'a dit, oui, oui. Et je lui ai demandé, mais il n'y avait rien à mettre dans la deuxième ligne, doudoudou, da-da-da. Qu'est-ce que c'est, doudoudou, da-da-da? Doudoudou, da-da-da, c'est la perversion totale, c'est la déshumanisation de l'amoureux qui n'a rien plus à dire. Ils peuvent, comme un enfant fait la la la, da da da, ba ba ba, se réduit à un idiot. Alors j'ai compris beaucoup de choses ce jour-là. Ça suffit d'écouter quelquefois les personnes qui parlent au téléphone. Quand ils commencent avec cette voix ridicule. Moi aussi, hein. Non, on dit, ti prego. Doudou, da da da. Oui, je voulais ajouter, vous parliez de l'amour, et je disais les autres amours. C'est vrai qu'il y a une dame un jour qui m'a dit de mon livre, et c'était intéressant, je ne l'avais pas vu, il n'y a personne qui ne meurt jamais dans vos nouvelles. Et au-delà de l'amour, doudou, dadada, des adolescents et des enfants, ça va rester, j'aurais dû clôturer avec doudou, dadada. Elle a dit personne ne meurt. Je crois que c'est ça en fait dans ces nouvelles-là. Si on voulait aborder la thématique de l'amour, c'est plutôt que nos anciens, puisqu'il est dédié à mes enfants et aux anciens, ne meurent jamais tant qu'on les aime. Et c'est pour ça que César revient, c'est pour ça que les fantômes des anciens reviennent, c'est pour ça que la bibliothécaire revient. C'est qu'on a cette grande chance dans la littérature où on peut
on peut éviter aux gens de mourir. Donc s'il y avait un amour à retenir dans ces nouvelles, ce serait plutôt celui-là. Douloudou, dadada. Merci, oui, la littérature permet de faire revivre les gens qu'on a aimés et donc par conséquent aussi nos enfances vécues. Un grand merci à vous deux pour ce bel échange.